Ma belle-fille est entrée dans ma cuisine un mardi matin, a posé son mug de café sur le plan de travail sans demander la permission et m'a annoncé que ses parents arriveraient vendredi. J'ai souri, j'ai hoché la tête et j'ai attendu qu'elle quitte la pièce avant de me saisir de mon téléphone. Cet appel a tout changé, mais je brûle les étapes. Il faut d'abord que vous compreniez ce que cette maison représente avant de comprendre ce qui s'y est passé. J'ai bâti cet endroit de mes propres mains. Ce n'est pas une métaphore. Je veux dire que j'ai coulé les fondations, monté chaque mur de la charpente, installé l'électricité et posé le parquet en chêne massif dans le couloir, celui-là même sur lequel ma défunte épouse, Marguerite, aimait glisser en chaussettes chaque matin de Noël. J'ai commencé la construction en 1987 et j'y ai installé ma famille un samedi d'octobre, alors que les chênes devant la maison arboraient des teintes orangées et que mon fils aîné, qui avait 6 ans, pensait que tout l'édifice était un château. Il m'a fallu 4 ans pour tout terminer proprement. 4 ans de soirées après le travail, de week-ends et de jours fériés. Chaque pièce de cette maison porte un souvenir que j'ai bâti sciemment. Marguerite est décédée il y a 11 ans d'un cancer du sein, diagnostiqué trop tard, parti trop vite. Après cela, la maison est devenue autre chose. Elle est devenue l'endroit où le deuil cohabitait avec tout le reste. Son jardin à l'arrière refleurit chaque printemps parce que je l'entretiens. Son fauteuil de lecture est toujours près de la fenêtre du salon parce que je l'ai placé là et que personne ne m'a demandé de le déplacer. La maison est mienne de toutes les manières possibles dont une demeure peut appartenir à quelqu'un. J'ai 2 enfants. Mathieu a 41 ans. C'est un homme bien, pour l'essentiel. Il travaille dans l'immobilier commercial, gagne bien sa vie et a épousé Vanessa il y a 8 ans lors d'une cérémonie dans un domaine viticole à 2 heures d'ici. Ma fille Clémence a 38 ans. Elle vit à Nantes avec son épouse et leurs jumeaux et m'appelle tous les dimanches sans faute. Vanessa est une femme compliquée. Je dis cela par charité. Elle est organisée, ambitieuse et habituée à obtenir ce qu'elle décide de vouloir. Elle a cette façon de présenter les choses non pas comme des demandes, mais comme des faits accomplis, comme si la conversation où vous pourriez objecter s'était déjà produite dans sa tête et qu'elle l'avait déjà remportée. Quand Mathieu et elle se sont mariés, j'ai mis cela sur le compte de sa personnalité. J'aimais son énergie. Je pensais qu'elle ferait du bien à Mathieu, qui a toujours eu besoin de quelqu'un pour le bousculer un peu. Au fil des ans, cependant, j'ai commencé à remarquer un schéma récurrent. Des dîners de famille où les décisions étaient déjà prises avant même que l'on s'assoie. Des vacances où l'itinéraire apparaissait tout tracé sans aucune consultation préalable. Des petites choses, surtout. Des choses que j'ai laissées passer parce que Marguerite disait toujours que la paix dans une famille a un prix et qu'il vaut généralement la peine d'être payé. Je l'ai payé. J'ai gardé le silence plus souvent que je n'aurais dû. Les parents de Vanessa sont Gérard et Françoise. Gérard est un ingénieur civil à la retraite originaire de la région de Dijon. Françoise a été institutrice pendant 30 ans. Ce ne sont pas des gens méchants. Gérard raconte les 3 mêmes histoires de pêche en boucle et rit tout seul à chacune d'elles. Françoise apporte à chaque réunion un cake aux olives trop sec que personne ne mange mais sur lequel personne ne fait de commentaires. Je les connais depuis 8 ans. J'ai toujours été cordial. Les ennuis ont commencé à Pâques. Nous étions tous chez moi pour le déjeuner de Pâques, ce qui était la tradition depuis avant même que Mathieu et Vanessa ne se marient. J'avais cuisiné moi-même l'épaule d'agneau, préparé la recette de gratin dauphinois de Marguerite et dressé la table dans la salle à manger avec le service en porcelaine de Limoges. Gérard et Françoise étaient venus de Dijon. Clémence était venue de Nantes avec sa famille. C'était animé, bruyant et joyeux, exactement comme Pâques est censé l'être chez moi. Après le repas, alors que les enfants étaient dans le jardin et que Clémence m'aidait pour la vaisselle, Vanessa a demandé à Mathieu de la suivre au salon. Je les entendais parler mais je ne distinguais pas les mots. Clémence m'a regardé, je l'ai regardé, et aucun de nous n'a rien dit. Quand Vanessa est revenue dans la cuisine, elle arborait cette expression particulière que j'avais appris à reconnaître, celle qui signifiait que la conversation dans sa tête était déjà close. Elle a dit, « André, nous avons réfléchi. » J'ai tendu une assiette à Clémence pour qu'elle l'essuie et j'ai attendu. Elle a expliqué que Gérard et Françoise vieillissaient. Elle a dit que leur maison près de Dijon était devenue trop lourde à entretenir. Elle a affirmé que Mathieu s'inquiétait pour eux depuis des mois, ce qui était une nouveauté pour moi car Mathieu ne l'avait jamais mentionné. Elle a dit qu'elle avait étudié les options et que la solution la plus sensée, celle qui était la plus logique financièrement et familialement, était que Gérard et Françoise emménagent ici.
J'ai posé l'assiette que je tenais. J'ai dit, emménager ici? Elle a répondu, oui. Elle a précisé que la maison était assez grande, que la suite d'amis au rez-de-chaussée était parfaite, que cela éviterait à Gérard et Françoise les frais d'une résidence senior ou d'une location, et que cela donnerait à tout le monde une tranquillité d'esprit. J'ai dit, c'est ma maison. Vanessa a souri, mais pas chaleureusement. Elle a dit qu'elle le savait, bien sûr, et qu'ils régleraient tous les détails ensemble, mais que Mathieu et elle estimaient que c'était la bonne chose à faire et qu'ils espéraient que je finirais par le voir de cette façon aussi. Clémence a posé son torchon très lentement, de manière délibérée, et a dit, Vanessa. Vanessa a répondu, Clémence, je sais que cela peut paraître soudain, mais... Clémence l'a coupé, c'est la maison de papa. Vanessa a dit qu'elle en était consciente. Clémence a ajouté, tu es en train de demander à notre père de partager son foyer avec tes parents, des gens qu'il connaît à peine. Vanessa a rétorqué qu'elle ne dirait pas qu'il les connaissait à peine. J'ai posé ma main sur le bras de Clémence parce que je sentais que la conversation prenait une direction que nous regretterions tous lors d'un repas de Pâques. J'ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir et que je les tiendrais au courant. Vanessa a dit, bien sûr, prends ton temps. Elle l'a dit de la même manière que les gens disent, prends ton temps, quand ils ont déjà décidé qu'il n'y avait plus de temps à prendre. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assis dans le fauteuil de Marguerite près de la fenêtre pendant un long moment. J'ai regardé les chênes qu'elle m'avait aidé à planter dans le jardin de devant. J'ai pensé aux 4 ans passés à bâtir cette maison, aux 34 ans passés à y vivre et aux 11 ans écoulés depuis que j'y vivais seul, à l'entretenir seul, à la garder telle que Marguerite et moi l'avions toujours voulu. J'ai pensé à tous les gens qui s'étaient assis à ma table de cuisine au fil des ans. Il y en avait plus que ce que la plupart des gens savaient. Après que Marguerite et moi ayons emménagé, le quartier était jeune. Beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Il y avait un garçon nommé Marc qui vivait 2 maisons plus loin, dont le père était parti quand il avait 8 ans, et dont la mère cumulait 2, parfois 3 emplois. Marc a mangé à notre table plus souvent qu'à la sienne pendant environ 6 ans. Il appelait Marguerite, Tata M, et il m'appelait, Monsieur André, et quand il a obtenu son diplôme d'ingénieur, il s'est tenu dans mon allée en costume et a pleuré parce que Marguerite était décédée l'année précédente et ne pouvait pas voir cela. Il y avait une fille nommée Sugin dont la famille s'était installée dans le quartier quand elle avait 12 ans et ne parlait presque pas français. Ses parents travaillaient constamment et Sugin passait beaucoup d'après-midi chez nous parce que Marguerite avait de la patience, un dictionnaire et une volonté inépuisable de s'asseoir à la table de la cuisine pour travailler sur tout ce qui devait l'être. Sugin est médecin aujourd'hui, oncologue. Elle m'envoie une carte chaque année pour l'anniversaire de Marguerite. Il y avait un adolescent nommé Damien qui m'était arrivé par un autre canal. Sa mère m'avait appelé parce que j'avais fait des travaux de rénovation dans sa paroisse et qu'elle avait entendu dire que j'étais digne de confiance. Damien avait 16 ans, il était en colère, prenait une mauvaise direction et sa mère était terrifiée. Je lui ai donné un travail sur l'un de mes chantiers. Je l'ai fait travailler dur. Je l'ai obligé à arriver à l'heure, à bien faire les choses et à les recommencer si ce n'était pas parfait du premier coup. Je lui ai dit un jour que les choses que l'on construit de ses mains sont celles pour lesquelles on ne peut pas se mentir à soi-même. Soit le mur est d'aplomb, soit il ne l'est pas. Soit tu as fait le travail, soit tu ne l'as pas fait. Il écoutait plus qu'il ne le laissait paraître. Damien est aujourd'hui entrepreneur général à Lyon. Il dirige une équipe de 32 personnes et je n'ai jamais été aussi fier de quelque chose que je n'ai pas fait moi-même. Il y en a eu d'autres. Thomas, qui m'est venu à 17 ans via un programme social, dont le placement en famille d'accueil venait de s'effondrer. Il est resté dans la chambre d'amis pendant 8 mois, m'a aidé à refaire la toiture de l'extension arrière et à vider tout ce qui se trouvait dans le réfrigérateur. Il est aujourd'hui lieutenant chez les pompiers. Il y avait Léa, l'amie de Sugin, qui finissait par passer plus de temps ici que dans sa propre maison pour des raisons qu'elle n'a jamais totalement expliquées et sur lesquelles je n'ai jamais insisté, car parfois ce dont un gamin a besoin, c'est d'un endroit qui ne demande pas d'explication. Léa dirige une association à Paris qui propose des programmes périscolaires à environ 400 enfants chaque année. Je ne vous raconte pas cela pour passer pour un saint. Je vous le raconte pour que vous compreniez que ma maison n'est pas seulement faite de murs et de planchers. Ce n'est pas seulement l'actif financier que ma belle-fille calculait dans sa tête à la table de Pâques. C'est un lieu qui a signifié quelque chose pour beaucoup de gens pendant beaucoup d'années. Et je n'étais pas prêt à le céder à des étrangers parce que Vanessa avait décidé que cela avait un sens pour sa famille. J'ai laissé passer 2 semaines. Je n'ai pas appelé Mathieu.
J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai mûri la chose. Puis, un mardi matin, Vanessa est revenue. Elle est entrée d'elle-même avec la clé que Mathieu lui avait donnée, ce à quoi je ne m'étais jamais opposé car je n'avais jamais pensé en avoir besoin. Elle s'est versée du café de ma cafetière, s'est appuyée contre mon plan de travail et m'a annoncé que ses parents arriveraient vendredi. Elle a dit que Mathieu et elle avaient organisé un camion de déménagement. Elle a précisé que la suite d'amis aurait besoin d'être un peu vidée de quelques affaires, rien de majeur, et qu'elle s'en chargerait elle-même. Elle ne voulait pas que j'aie à le faire. Je l'ai regardée pendant un long moment. J'ai dit, Vanessa, je t'ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir. Elle a répondu qu'elle le savait, qu'elle comprenait, mais que Mathieu et elle y avaient aussi beaucoup réfléchi et qu'ils estimaient tous deux que c'était la meilleure chose pour la famille. Elle a dit que Gérard et Françoise étaient la famille, que cette maison était la demeure familiale de Mathieu et que c'était l'endroit idéal pour que la famille se regroupe. J'ai relevé ces paroles. La demeure familiale de Mathieu, pas ma maison. La demeure familiale de Mathieu. Je lui ai demandé ce que Mathieu en disait. Elle a affirmé que Mathieu était totalement d'accord. J'ai dit que j'aimerais l'entendre de la bouche de Mathieu. Elle a sorti son téléphone, l'a appelé et me l'a tendu. La voix de mon fils a résonné et il a dit, « Papa, je pense que ça pourrait être vraiment bien. » Vanessa a tout planifié. J'ai dit, « C'est ma maison, Mathieu. » Il a dit qu'il le savait. Il a dit, « Bien sûr. » Puis il a ajouté, « Mais nous sommes tous une famille, papa, et la famille prend soin de la famille. » J'ai répondu, « Gérard et Françoise ne sont pas ma famille. » Il y a eu un silence. Puis Mathieu a dit qu'ils étaient la famille de Vanessa, que Vanessa était sa famille à lui, qu'il était ma famille, et qu'il pensait que je me montrais étroit d'esprit. J'ai dit, « Très bien. » Il a demandé, « Vraiment ?» J'ai répondu, « Je vais réfléchir à ce que tu as dit. » Et j'ai raccroché. Vanessa a repris son téléphone et a affiché le sourire de quelqu'un qui a déjà gagné. J'ai dit, « Le café date de ce matin. Il a quelques heures. Je peux en faire un frais si tu veux rester. » Elle a dit qu'elle avait des choses à faire et elle est partie. Quand la porte s'est refermée derrière elle, je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé sa voiture quitter l'allée. Puis j'ai repris mon téléphone et j'ai commencé à passer des appels. Le premier appel a été pour mon avocate, Maître Lemoine, qui gère mes affaires juridiques depuis 20 ans. Je lui ai raconté ce qui se passait. Je voulais savoir exactement où j'en étais. Elle m'a dit très clairement que la maison était à mon seul nom. Elle l'était depuis la mort de Marguerite. Il n'existait aucun mécanisme légal par lequel Vanessa ou Mathieu ou qui que ce soit d'autre pouvait m'obliger à laisser quelqu'un y vivre. Elle a aussi ajouté, avec tact, qu'elle pensait que je devrais documenter ce qui m'avait été dit et quand. Je l'ai remerciée. Puis j'ai appelé Clémence. Clémence a dit plusieurs choses que je ne répéterai pas mot pour mot parce que certaines n'étaient pas appropriées pour tous les publics. Puis j'ai commencé à appeler les autres. J'ai appelé Marc, qui a 43 ans maintenant et vit à 40 minutes d'ici. J'ai appelé Sugin, qui venait de terminer une garde de nuit, mais qui a dit qu'elle serait là. J'ai appelé Damien, qui a dit qu'il remonterait de Lyon, ce qui représente un trajet conséquent, et je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de le faire, et il a répondu, « Ne sois pas ridicule, André. » J'ai appelé Thomas, qui a dit qu'il n'était pas de service vendredi et qu'il attendait depuis des années que j'ai besoin de quelque chose. J'ai appelé Léa, qui a libéré son vendredi après-midi sans poser une seule question. J'ai appelé une douzaine d'autres personnes, des gens qui s'étaient assis à ma table ou avaient travaillé sur mes chantiers ou étaient venus à moi à un moment de leur vie quand ils avaient besoin d'un sol solide sur lequel se tenir. Je ne leur ai pas dit quoi faire. J'ai dit la même chose à chacun d'eux, « J'aimerais que tu sois là vendredi matin si tu le peux. » C'est tout. Jeudi soir, Mathieu m'a appelé. Il avait l'air mal à l'aise. Il a dit que Vanessa avait discuté avec les déménageurs et que tout était prêt pour 10 heures du matin. Il a dit qu'il espérait que je m'étais fait à l'idée. Il a dit qu'il savait que c'était un changement. J'ai dit, « Mathieu, j'ai besoin que tu écoutes quelque chose. » Il a dit, « D'accord. » J'ai poursuivi, « Je ne t'ai jamais menti de ta vie. Ni quand c'était facile, ni quand c'était dur. Alors je te le dis maintenant, ce que ta femme fait est mal. Pas gênant, pas compliqué, mais mal. Elle essaie d'installer des gens chez moi sans mon consentement, en utilisant ta voix pour le faire, et elle traite cette maison comme un actif qu'elle peut allouer plutôt que comme un endroit qui m'appartient.
Je veux que tu y réfléchisses ce soir. Mathieu est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, Papa, Vanessa veut juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. J'ai répondu, je sais que tu le crois. Il m'a souhaité bonne nuit et a raccroché. Il n'avait pas l'air sûr de lui. Il avait l'air d'un homme à qui on venait de dire quelque chose qu'il n'avait pas vraiment envie de méditer. Vendredi matin, j'étais debout à 5h30. J'ai préparé une grande cafetière et je me suis assis à ma table de cuisine en pensant à Marguerite. J'ai repensé au matin où nous avions emménagé, comment elle s'était tenue au milieu de cette cuisine avec encore de la sueur sur le sol et avait dit, « Ça y est, André. C'est ici. » J'ai pensé à la façon dont elle aurait géré cela et j'ai décidé qu'elle aurait fait exactement ce que j'allais faire, mais plus vite et avec moins de patience pour les préambules inutiles. Clémence est arrivée à 7h15. Elle avait pris le train tôt depuis Nantes et elle a franchi la porte d'entrée avec son sac de voyage, la mâchoire serrée, et m'a serré dans ses bras pendant un long moment sans rien dire. Puis elle s'est versé un café, s'est assise en face de moi et nous avons discuté calmement jusqu'à 8h. Marc est arrivé à 8h30 et s'est installé comme il le faisait depuis 30 ans. Il a lancé une deuxième cafetière, s'est tenu à la fenêtre de la cuisine en regardant le jardin et a dit « Le jardin est superbe, monsieur André. » J'ai répondu « Les pivoines de Marguerite sont revenues en force cette année. » Il a hoché la tête comme pour confirmer quelque chose d'important. Thomas est arrivé à 9h avec Damien, qui avait conduit une partie de la nuit. Damien avait l'air fatigué, il a dit qu'il allait bien et a bu 3 tasses de café à la suite. Sugin est arrivé à 9h15, encore dans sa tenue de travail, s'excusant de ne pas avoir eu le temps de se changer, et je lui ai dit qu'elle était parfaite. À 9h45, il y avait du monde partout dans ma maison. Dans la cuisine, dans le salon, sur le perron, de vieux amis, des gens que je connaissais depuis des décennies, des gens qui connaissaient chaque recoin de cet endroit aussi bien que moi. Léa avait amené sa sœur, que je n'avais rencontrée que 2 fois, mais qui, selon Léa, voulait être là. Un homme nommé Robert, qui avait travaillé dans mon équipe de construction pendant 12 ans dans les années 90, est arrivé avec sa camionnette et 2 de ses fils, qui avaient aussi travaillé pour moi à divers moments. Une femme nommée Hélène, qui avait été la meilleure amie de Marguerite et qui venait encore entretenir le jardin 2 fois par an, est arrivée avec un plat de lasagne parce que la réponse d'Hélène à n'importe quelle situation est d'apporter de la nourriture. Juste avant 10h, un camion de déménagement s'est engagé dans ma rue. Derrière lui, il y avait la voiture de Mathieu. Et derrière la voiture de Mathieu, une berline grise que j'ai reconnue comme étant celle de Gérard et Françoise. Ils se sont garés dans mon allée. Vanessa est descendue la première. Elle parlait au téléphone, a levé les yeux vers ma maison et s'est arrêtée net. Il y avait 8 personnes sur le perron. Il y en avait 6 de plus dans l'allée. À travers la fenêtre du salon, on pouvait voir du monde à l'intérieur. Vanessa est restée immobile. Puis Mathieu est descendu de la voiture et s'est tenu à ses côtés. J'ai vu son visage passer par plusieurs émotions en l'espace de 4 secondes. Je suis sorti sur le perron. Vanessa a demandé, « André, qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai répondu, « C'est ma famille. » Elle a regardé autour d'elle. Elle a dit, « Je ne comprends pas. » J'ai dit, « Je sais que tu ne comprends pas, monte, je vais t'expliquer. » Gérard et Françoise étaient descendus de leur voiture. Gérard avait l'air confus. Françoise avait l'air de déjà calculer si elle devait s'excuser auprès de quelqu'un sans savoir auprès de qui. J'ai invité tout le monde à entrer, absolument tout le monde. Vanessa, Mathieu, Gérard, Françoise. Je les ai emmenés au salon, où les gens se sont écartés pour faire de la place, et je me suis tenu au milieu de cette pièce que j'avais bâtie et j'ai dit ce à quoi je pensais depuis 2 semaines. J'ai dit, « Vanessa, tu m'as dit plusieurs fois que c'était la demeure familiale de Mathieu et que la famille devait être ici. J'aimerais que nous parlions de ce mot un instant. » Elle a commencé à dire quelque chose et j'ai levé la main doucement. J'ai dit, « Je ne suis pas en colère. Je veux juste que tu écoutes. » J'ai poursuivi, « Marc, là-bas, s'assoit à ma table de cuisine depuis qu'il a 8 ans. Sa mère travaillait de nuit et je l'ai regardé faire ses devoirs sur cette chaise près de la fenêtre pendant 6 ans. Damien a conduit des heures la nuit dernière pour être ici ce matin parce que quand il avait 16 ans et qu'il partait à la dérive, je lui ai donné de quoi occuper ses mains et son temps. Sugin va rentrer dormir après ça parce qu'elle vient de faire 12 heures de garde, mais elle est venue parce que c'est dans cette maison qu'elle a appris à lire le français et qu'elle considère cet endroit comme son foyer. J'ai laissé un silence s'installer.
Puis j'ai dit, ce ne sont pas des étrangers que je décris. Ce sont les gens qui entrent et sortent de cette maison depuis des décennies. Ils savent où sont rangés les bons mugs. Ils connaissent le rosier de Marguerite dans le jardin et savent pourquoi il est toujours là. Quand je dis que c'est ma maison familiale, ce sont ces gens-là que je désigne. Le visage de Mathieu changeait à mesure que je parlais. Il regardait Marc, qu'il connaissait depuis l'enfance. Il regardait Thomas, qui était chez nous pour les fêtes quand Mathieu était au collège. Il regardait Damien, qu'il avait rencontré une douzaine de fois lors de mes repas d'anniversaire. Vanessa a dit, André, avec tout le respect que je te dois, c'est une situation très différente d'eux. Clémence l'a coupé, de quoi? Sa voix était calme et précise. De la famille? Qu'est-ce qui fait que tes parents sont plus la famille de notre père que les gens qui se tiennent dans cette pièce? Vanessa l'a regardé. Clémence a continué, tu as dit à mon père que tes parents devaient vivre ici parce que c'est un bien familial et que la famille doit être ensemble. Mais tes parents ne sont pas sa famille. Ils sont ta famille. André n'est jamais allé chez eux une seule fois. Il a partagé des repas de fête avec eux 8 fois en 8 ans. Et les gens qui sont ici en ce moment, elle a fait un geste circulaire, font partie de sa vie depuis 20, 30 et dans certains cas 40 ans. Tu ne lui as pas demandé. Tu as décidé. Il y a une différence. Gérard, qui se tenait près de l'entrée les mains dans les poches, a dit doucement, Vanessa. Vanessa a regardé son père. Gérard a dit, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Sa voix était prudente. Il a ajouté, quand tu as dit que tu avais tout calé avec André, j'ai supposé. Il s'est arrêté. Il m'a regardé. Il a dit, André, je te demande pardon. Ce n'est pas ainsi que nous pensions que les choses étaient gérées. Françoise a posé sa main sur le bras de son mari et a hoché la tête. Vanessa a dit, papa, ça va. Tout va bien. Gérard a répondu, non, ce n'est pas bien, ma chérie. Il l'a dit gentiment, mais avec fermeté. C'est la maison de cet homme. Nous n'allons pas emménager chez quelqu'un sans son invitation. Il m'a regardé à nouveau et a dit, je suis désolé, André. Vraiment. La pièce était silencieuse. Vanessa a regardé Mathieu. Mathieu regardait le sol. Puis il a levé les yeux vers moi et il avait l'air de ce petit garçon qu'il était autrefois. Et il savait qu'il avait mal agi. Cette expression particulière qui est faite de gêne et de tristesse parce qu'il voyait clairement ce qu'il avait laissé arriver. Il a dit, papa. Il a répété, je suis désolé. Il l'a dit lentement, en cherchant ses mots. Je me répétais que Vanessa avait tout prévu et que ce serait bien une fois qu'on se serait habitué à l'idée. C'était. Il s'est arrêté. C'était lâche. J'ai dit, je sais que tu n'essayais pas de me blesser. Il a répondu, je sais. C'est presque pire. Vanessa restait immobile. Elle ne regardait personne. Elle avait l'air d'une personne traitant une information qui ne rentrait pas dans le cadre qu'elle s'était construit. J'ai dit, Vanessa. Elle m'a regardé. J'ai continué, je veux te dire quelque chose que j'aimerais que tu entendes de la part de quelqu'un qui souhaite sincèrement que les choses se passent bien entre nous, car c'est mon cas. Tu aimes Mathieu. Je n'en ai jamais douté. Et tu aimes tes parents. Je comprends que l'envie de t'occuper d'eux vienne d'un sentiment réel et noble. Mais tu as traité ma maison comme une ressource que tu avais le droit d'allouer. Tu ne m'as pas demandé. Tu m'as informé. Et quand j'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, tu es revenu pour me dire que le camion arrivait vendredi. Ce n'était pas respectueux. Elle est restée silencieuse. J'ai ajouté, Gérard et Françoise ont besoin de soutien. C'est un vrai problème qui mérite une vraie solution. Je t'aiderai à en chercher une. Je connais des artisans vers Dijon qui font de l'adaptation de logements. Je connais une femme qui dirige un service de coordination pour seniors qui est exceptionnel. Je t'aiderai. Mais je ne serai pas mis sur la touche dans ma propre maison. Vanessa a pris une inspiration. Puis elle a dit, tu as raison. Elle l'a dit simplement, sans fioriture. Tu as raison et j'ai mal géré cela. Elle a regardé Mathieu. Elle a regardé son père. Elle m'a regardé à nouveau. Elle a dit, je suis désolé, André. Je crois qu'elle était sincère. Françoise, qui était restée muette tout ce temps, a dit, quelle magnifique maison c'est.
Elle l'a dit comme si elle la voyait pour la première fois, ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Elle a regardé le fauteuil de lecture près de la fenêtre et a demandé, est-ce un modèle artisanal? J'ai répondu que oui. J'ai dit que Marguerite l'avait trouvé dans une brocante en 1994. Françoise a souri et a dit, elle avait bon goût. J'ai répondu, elle avait un goût excellent. Damien a croisé mon regard depuis l'autre bout de la pièce et j'ai vu qu'il essayait de ne pas sourire, et j'ai repensé au gamin de 16 ans qu'il était quand je lui avais tendu une équerre de charpentier en lui disant que le mur se moquait de ses états d'âme, qu'il était soit droit, soit tordu. Au bout d'un moment, le camion de déménagement est reparti. Gérard et Françoise sont restés pour le café parce que Françoise a demandé si elle pouvait voir le jardin et j'ai dit, bien sûr. Nous sommes sortis ensemble par la porte arrière et elle s'est tenue au bord du jardin de Marguerite, regardant les pivoines et les dahlias qui poussaient le long de la clôture, et elle a demandé, depuis combien de temps sont-ils là? J'ai répondu, depuis 1994 pour la plupart. Quelques nouveaux ajouts au fil des ans. Elle a dit, quelqu'un s'en est occupé avec grand soin. J'ai répondu, 2 personnes, pendant un temps. Elle a hoché la tête de cette façon qu'ont les personnes âgées quand elles comprennent exactement ce que vous voulez dire sans avoir besoin d'en dire plus. Gérard est venu se placer à côté d'elle et a posé sa main dans le bas de son dos comme le font les vieux couples mariés sans y penser. Il a dit, je vais te dire une chose, André. C'est une belle propriété. Tu as bâti ça tout seul? J'ai confirmé. Il a dit, alors tu sais ce que ça signifie de mettre tout son être dans quelque chose. J'ai dit que oui. Il a ajouté, je suis vraiment désolé pour tout ça. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à s'excuser. Je lui ai dit que l'excuse appartenait à la situation, pas à lui. À l'intérieur, j'entendais les voix remplir ma cuisine comme autrefois. Marc riant de quelque chose dit par Damien. Clémence expliquant quelque chose à Sugin. Thomas dans le couloir avec les fils de Robert, discutant dans ce registre bas typique des ouvriers du bâtiment qui ressemble au grondement des travaux de fondation. Hélène avait déballé ses lasagnes et cherchait des ustensiles de service avec l'assurance d'une femme qui a trouvé des couverts dans 200 cuisines différentes. Mathieu est sorti et s'est tenu près de moi dans le jardin. Il a été silencieux un moment. Puis il a dit, j'avais un peu oublié tout ça. Tous ces gens. Depuis combien de temps ils sont là? J'ai dit, tu avais ta propre vie à mener. Il a répondu, ce n'est pas une excuse. J'ai dit, non, mais c'est une raison. Il y a une différence. Il a dit, je l'aime, papa. Vanessa. J'ai besoin que tu le saches, même après. J'ai dit, je le sais. Et elle t'aime. L'amour n'est pas ce qui manquait dans cette situation. Il a réfléchi à cela. Il a demandé, qu'est-ce qui manquait? J'ai dit, elle avait besoin que quelqu'un lui tienne tête. Et tu ne l'as pas fait. Il est resté silencieux. J'ai ajouté, c'est ce que je veux dire quand je dis que c'était lâche. Je ne veux pas dire que tu es un lâche. Je veux dire que tu as pris le chemin de la facilité quand un chemin plus dur était le bon. Tu connais la différence. J'ai construit assez de choses avec toi quand tu étais jeune pour savoir que tu connais la différence. Il s'est tourné vers moi et j'ai vu sur son visage quelque chose que j'ai reconnu parce que je l'y avais planté il y a longtemps. Cette chose qu'un père veut laisser à son fils, la capacité de voir la vérité. Il a dit, je vais faire mieux. J'ai dit, je le sais. Nous sommes restés là un moment dans le jardin de Marguerite alors que le printemps s'installait, les pivoines montrant leur première couleur de la saison, les dahlias n'étant encore que des pointes vertes. Au bout d'un moment, j'ai passé mon bras autour des épaules de mon fils et il s'est appuyé contre moi comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Comme il le faisait quand il était petit et que le monde ne s'était pas encore organisé de lui-même. Et nous sommes restés ainsi dans le jardin de la maison que j'avais bâtie de mes mains jusqu'à ce qu'Hélène apparaisse à la porte arrière et annonce que si personne ne rentrait dans les 60 secondes, elle mangerait les lasagnes toute seule. Tout le monde a ri. Même Vanessa. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, après que Gérard et Françoise soient retournés vers l'hôtel que j'avais recommandé en ville et que Mathieu et Vanessa soient repartis dans leur voiture avec bien plus de silence entre eux qu'à leur arrivée. Et après que Clémence se soit endormie sur le canapé devant la télévision, déchaussée, je me suis assis dans le fauteuil de Marguerite. La maison était calme de cette façon qu'elle a après avoir été pleine de monde. Un bon calme. Le genre qui garde l'écho de ce qui vient de se passer au lieu d'être simplement vide. J'ai repensé à ce que Mathieu m'avait demandé dans le jardin. Qu'est-ce qui manquait?
Il l'avait demandé comme si c'était une question sur Vanessa, mais je savais que c'était aussi une question sur lui-même. Que faites-vous quand quelqu'un que vous aimez cesse de vous contredire? Quand il vous laisse faire fausse route parce que vous arrêtez est plus dur que d'être d'accord avec vous? Mathieu avait assisté à chaque conversation avec Vanessa où ce plan avait été élaboré et il s'était dit que tout irait bien. Il m'avait tendu un téléphone et m'avait demandé d'accepter ce que sa femme avait déjà décidé. Il avait appelé cela de la logique familiale alors que la logique était en fait la commodité. Et il avait laissé faire parce que s'opposer à la personne qu'on aime est le travail le plus difficile qui soit. Marguerite s'opposait à moi. Pas cruellement. Pas constamment. Mais quand c'était important, elle s'asseyait en face de moi à cette même table de cuisine et disait « André, j'ai besoin que tu m'écoutes dire quelque chose. » Et elle le disait. Et parfois j'étais d'accord tout de suite, et parfois je n'étais d'accord que plus tard, et une fois ou deux je n'ai pas été d'accord du tout. Mais elle le disait toujours. C'est ainsi que nous sommes restés honnêtes l'un envers l'autre pendant 36 ans. C'est ainsi que l'amour fonctionnait dans cette maison. J'ai pensé à Damien, 17 ans, en colère et brûlant d'une mauvaise flamme, apprenant que le mur se moque de ce que l'on ressent. On peut détester le travail et s'offusquer du petit matin et être furieux contre la personne qui vous a tendu le niveau, mais le mur dit la vérité malgré tout. D'aplomb ou pas d'aplomb. Vrai ou faux. On peut construire de belles choses si l'on est prêt à en entendre la vérité. J'ai regardé les chênes par la fenêtre de devant. Les mêmes arbres que Marguerite et moi avions plantés quand cette maison était neuve. Quand Mathieu était petit. Quand rien de ce qui s'était passé cette semaine n'était encore arrivé. Il mesurait 15 mètres maintenant et les nouvelles feuilles arrivaient à peine. Ce vert clair particulier qui n'existe qu'en avril. Cette couleur qui signifie que tout ce qui était en sommeil est toujours vivant. J'ai tendu le bras et éteint la lampe. La pièce a plongé dans l'obscurité, à l'exception de la lumière du lampadaire filtrant à travers les feuilles des chênes de Marguerite, et la maison s'est installée dans la nuit comme elle le fait toujours. Comme elle le fait depuis 34 ans. Comme elle a été bâtie pour le faire. Le camion de déménagement du vendredi est revenu le samedi matin. Pas pour Gérard et Françoise. Vanessa l'avait envoyé pour reprendre les meubles qu'elle avait déjà installés dans la suite d'amis à mon insu. 3 pièces qui étaient apparues là pendant que je n'étais pas à la maison la semaine précédente. Je n'avais rien dit à ce sujet sur le moment. J'en ai parlé le samedi matin quand j'ai accueilli le chauffeur à la porte, lui ai tendu la liste d'inventaire que j'avais rédigée point par point et lui ai indiqué où se trouvait chaque meuble. Le chauffeur a regardé la liste, m'a regardé et a dit « Elle m'avait dit que vous auriez une liste. » J'ai répondu « J'ai fait des listes toute ma vie. » Il a dit « C'est bien, monsieur. » Il semblait sincère. La chambre d'amis était à nouveau vide à midi. J'ai remis les choses qui y appartenaient. La couverture que Marguerite avait fabriquée et qui restait sur le fauteuil dans le coin. La petite gravure encadrée au mur que Damien avait trouvée dans un marché il y a des années et m'avait offerte. La lampe de lecture que j'avais moi-même recablée en 1998. J'ai lissé la couverture et je me suis tenu sur le seuil un moment en regardant la pièce. Puis je suis descendu préparer le déjeuner et je l'ai mangé à ma propre table dans ma propre cuisine, les fenêtres ouvertes, l'air du printemps circulant et le jardin de Marguerite visible de là où j'étais assis. Plus tard dans l'après-midi, Clémence s'est réveillée de sa sieste, est descendue et a demandé « Comment ça va ?» J'ai répondu « Je vais bien ». Elle a demandé « Vraiment ?» J'ai répété « Vraiment ». Elle est restée dans la cuisine un moment à me regarder avec ce regard particulier qu'elle a hérité de sa mère, celui qui voit si vous dites la vérité ou si vous dites la version qui demande le moins d'efforts aux autres. Elle a dit « D'accord ». Puis elle a ajouté « Je vais t'appeler tous les dimanches comme d'habitude, mais je vais aussi t'appeler les jeudis soirs pendant un temps. » J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Elle a répondu « Je sais, mais j'en ai envie. » Elle a ajouté « Et si Mathieu et Vanessa font quoi que ce soit ?» Je l'ai coupé, Mathieu ira bien. Vanessa finira par comprendre. Ils avaient juste besoin que quelqu'un leur tienne tête. Clémence a dit, tu leur as tenu tête. J'ai dit, je l'ai fait. Elle a ajouté, maman l'aurait fait plus vite. J'ai ri. Elle n'avait pas tort. Marguerite aurait fait faire demi-tour au camion avant même qu'il n'atteigne notre rue. J'ai dit, ta mère avait un don pour l'efficacité. Clémence a répondu, elle avait un don pour tout. Nous sommes restés dans la cuisine ensemble sans rien dire pendant un moment, ce que nous faisons parfois tous les deux,
simplement debout dans la maison où nous avons tous grandi. En la laissant être ce qu'elle est, une maison où quelqu'un a construit quelque chose et quelqu'un d'autre en a fait un foyer, et où les deux choses réunies sont devenues plus que la somme de leurs parties. 3 semaines plus tard, Gérard m'a appelé. Il a dit que Françoise et lui avaient trouvé un appartement dans une résidence à 40 minutes de chez Mathieu et Vanessa. Il a dit qu'il y avait une petite terrasse et que Françoise était impatiente de faire du jardinage en pot. Il a précisé que l'immeuble avait un atelier communautaire au sous-sol avec de bons outils et qu'il avait hâte d'y être. Il a dit, je t'en dois une pour n'avoir pas rendu les choses plus pénibles qu'elles ne devaient l'être. J'ai dit qu'il ne me devait rien. Il a ajouté, Vanessa tient son instinct de vouloir tout régenter de Françoise. Je veux que tu le saches. Aucune des deux n'a été élevée pour être méchante. Elles ont été élevées pour résoudre les problèmes de manière énergique, ce qui est généralement une bonne chose. Il a ajouté, elle est embarrassée. Elle ne le dira pas, mais elle l'est. J'ai dit, je sais. Il a poursuivi, Mathieu est un homme bien. J'ai dit, il l'est. Il a eu un moment de faiblesse. Il le sait. Gérard a conclu, je m'attends à ce que les 8 prochaines années soient assez différentes des 8 dernières. J'ai répondu, c'est souvent ce qui arrive quand la vérité finit par éclater dans une pièce. Il a ri. Il a dit, très bien, André. Prends soin de ces chaînes. J'ai dit que je le ferais. Je lui ai dit de profiter de l'atelier. Il a répondu, oh, j'en ai bien l'intention. Après avoir raccroché, je me suis tenu à la fenêtre de devant et j'ai regardé ces arbres. Avril touchait à sa fin. Les feuilles étaient pleines maintenant, plus ce vert hésitant du début du printemps, mais le vert profond et établi d'un arbre qui a décidé de rester. J'ai repensé à ce que Damien m'avait dit quand il m'avait appelé pour prendre de mes nouvelles après ce fameux vendredi. Il avait dit, tu sais ce que j'ai toujours retenu du travail avec toi, monsieur André? Tu disais souvent que la meilleure chose que l'on puisse mettre dans une structure, c'est la vérité. Tu disais que si l'on charpente la chose correctement, si l'ossature est vraie, le reste peut être construit par-dessus. Tout le reste peut être réparé. Il a ajouté, j'y ai beaucoup repensé au fil des ans, pour bien plus que des maisons. J'y pensais moi aussi maintenant. L'ossature de cette famille avait été testée et elle avait tenu. Pas parfaitement, pas sans frais. Il y avait des fissures à boucher et des joints à resserrer, et ce travail prendrait du temps, mais la structure était saine. Les fondations étaient toujours miennes. Je suis allé à la cuisine, j'ai lancé un café et j'ai appelé Marc pour voir s'il voulait venir dîner. Il a dit oui avant même que j'ai fini de demander. Il a dit qu'il amènerait sa fille parce qu'elle demandait quand elle pourrait voir mon atelier dans le garage. Elle a 11 ans et apparemment s'intéresse au travail du bois. J'ai dit à Marc de lui dire que je trouverais un projet pour que nous commencions. Marc a répondu, Monsieur André, tu dis ça aux gamins de ce quartier depuis 40 ans. J'ai dit, je sais. Il a ajouté, ça a toujours fini par marcher. J'ai conclu, ça, je le sais aussi.